Ce qui fait que... Tu débutes toi là-dedans, non? Moi? Ouais. Pourquoi? Non, dans les podcasts, c'est-à-dire c'est aussi ta première expérience? Non, ou... c'est pas ma première expérience. J'ai déjà revendu un podcast à Madines. J'ai fait un podcast que j'ai revendu à Madines. Génial. Ouais. Bah, vas-y, on va commencer. Cool. Ouais. C'est marrant parce que je pensais pas en commençant Tomorrowco que les entrepreneurs auraient été capables de rater des soirées de Ligue des Champions pour venir faire le podcast Tomorrowco. C'est un effort énorme que je fais. En plus, le Barça qui joue, c'est mon équipe de cœur. Et bon, ils sont 1-0, là j'ai laissé, donc je suis rassuré. J'espère que déjà là, on s'est pas mis tous les réalis à dos. Barça Real, ça revient 50-50, quoi. Bon, en tout cas, ravi d'être avec toi, Assil. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tomorrowco. Aujourd'hui, je suis avec Assil Brnossi, qui est le cofondateur de UserGuest. Donc, UserGuest, c'est une startup qui aide les hôtels à booster leurs réservations grâce à une technologie d'engagement personnalisé. Tu en parleras mieux que moi. Tu vas nous raconter, et en fait, je pense que cet épisode, il est aussi beaucoup à destination des fondateurs qui veulent se lancer, qui veulent comprendre aussi comment ça se passe quand on cherche un marché, quand on n'a pas beaucoup de moyens pour se lancer, et qui veulent aussi se lancer dans les sales, dans ce marketing, qui n'y connaissent rien. Toi, okay. T'as commencé en n'étant pas forcément un fondateur tech, tu avais monté une agence depuis Bali. Et tu t'es retrouvé à monter une solution tech. Donc, trop cool d'être avec toi, Assil. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là aussi. J'ai réussi à te prendre la veille de ton départ. Hein. Exactement, j'ai mis 2 petites heures et c'est juste ce qu'il faut. Comment tu t'es lancé dans UserGuest, en fait? C'est venu à moi, en fait. J'avais pas forcément prévu, c'était pas un objectif dans ma vie de me lancer dans la tech. Et entreprendre, oui, mais dans la tech, j'aurais jamais cru. Et en fait, c'est une opportunité dans le secteur dans lequel on travaille qui a fait que je me suis dit, il faut absolument lancer ce produit, il va marcher, ça va le faire, let's go for it. Voilà, tu prends tous les sujets un peu de manière globale. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà pour que tu ailles à Bali? Raconte-nous. Moi, je suis à Paris. Année 2010, plus ou moins. Je fais mon expérience à Paris, je fais mes études, je commence à travailler. Et à un moment donné, j'ai besoin de changer, d'aller voir autre chose, une autre expérience professionnelle, mais aussi culturelle, etc. Et je me retrouve en Asie du Sud-Est. Et là, je me lance dans on va dire dans le voyage, dans le travel / marketing, qui est un peu mon background. Et on lance une agence. Tu bossais où avant? Je bossais en agence marketing à Paris. Et je me retrouve donc à Bali avec un ami d'enfance. Et tous les deux, on a ce background un peu marketing et travel. Et on décide de lancer une agence de marketing en ligne pour les hôtels, dans une destination qui est hyper touristique et qui est remplie d'hôtels. Okay. On gère l'agence pendant quelques années. Et là, on se rend compte qu'il y a un besoin énorme pour les hôtels d'aller plus loin, c'est-à-dire que non seulement d'attirer du trafic sur leur site, mais aussi de les aider à mieux convertir sur leur site internet. Et c'est là où on switch de l'agence à la tech. Je pense que c'est un parcours assez classique de personnes qui viennent d'un secteur, de switcher, de passer à de la tech parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin. Et du coup, on a décidé de lancer cet outil qui permet aux hôtels de convertir plus de clients en direct sur leur site internet. Ça a pris en direct, les hôtels étaient réactifs on était déjà sur place, on avait déjà des hôtels clients dans l'agence. Donc on avait déjà une proximité avec les clients du coup potentiels. On a pu très rapidement tester le terrain et mettre en place l'outil auprès d'hôtels justement qui étaient déjà partenaires, qui nous faisaient déjà confiance. Donc des tests rapides. Donc ça a pris direct? Ça a pris direct, oui et non. C'est-à-dire prix, ça dépend à quelle vitesse. Bien sûr, les choses prennent du temps. Il y a pas de shortcut. Mais on va dire qu'on a pu tester rapidement notre outil comme on était déjà dans le secteur. Okay. Et ça, c'était à quel moment que vous vous lancez? Alors, on se lance en 2015 avec l'agence. Et en 2018, on commence à se dire il y a quelque chose à faire, il y a un outil à lancer. Et on commence à le développer en 2018. En 2019, on a quelque chose qui est vendable, proposable aux partenaires.
Et donc en 2019, on a nos premiers clients. C'est génial parce que vous vous lancez à un moment où il n'y a pas du tout de crise, notamment Covid, etc. Enfin, vous n'êtes pas du tout impacté par le Covid. C'est exact. C'est exactement ça. Donc, on est fin 2019 et bien sûr 2020, Covid arrive. Donc, ouais, on se le prend en pleine figure. Et au tout début, donc... Raconte comment ça se passe. Compliqué comme tout le monde, bien entendu. Mais bon, on avait tellement des retours positifs, une belle petite première croissance fin 2019, début 2020, qu'on n'a pas laissé tomber et on s'est dit on va s'accrocher, il faut de la résilience. Comment faire pour sortir de là? Et c'est là où on prend une décision de notamment changer de marché. Pourquoi? Parce que ça ne marchait pas particulièrement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Covid, le monde entier a été en stand-by. En stand-by, le tourisme a pris cher partout, mais surtout en Asie. Et on a vite réalisé que l'Asie allait mettre plus de temps à récupérer. Donc on décide à ce moment-là de revenir en Europe et dans la région. Pourquoi? Parce que dans le tourisme, il faut savoir que les gens qui voyagent, ce sont les Américains et les Européens, en premier. UK, France, les Allemands, les Scandinaves et les Américains. Donc, pour se rapprocher des gens qui voyagent, on est revenu dans leur pays parce que pendant le Covid, ils vont continuer à voyager dans leur propre pays. Donc, du coup, en fait, on a rapidement rebondi. Et en 2020, dès septembre 2020, on refait de la croissance et on a pivoté, on a refocusé sur la France, UK comme marché principaux. Et aujourd'hui, combien de temps ça prend pour signer un hôtel? Qu'est-ce qui les convainc? Enfin, j'imagine que vous avez un chiffre qui montre que votre solution leur apporte tant de valeur, etc. On fait des tests de 30 jours, pour faire simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à convaincre un hôtel de tester notre produit, il le teste pendant 30 jours. Et au bout des 30 jours, on évalue les résultats et on se met d'accord sur la suite ou pas. Généralement, oui, au bout des 30 jours, c'est suffisant pour les convaincre. Okay. Et aujourd'hui, je veux dire, votre produit, OK, il permet de maximiser la conversion. Vous êtes concurrent à pas mal d'autres outils qui viennent rentrer en fait directement sur le même cas d'usage que vous. Oui. Enfin, c'est qui exactement vos concurrents? Alors, il y a des acteurs qui étaient là depuis un moment, même avant nous, et qui sont plus gros que nous. Donc nous, on se lance dans un secteur qui est assez innovant, certes, mais où il y a déjà des acteurs. Et du coup, pour citer quelques-uns, Triptease, Hotel Network, c'est de grosses plateformes qui aident les hôtels aussi dans ce sens. Et nous, on vient se positionner avec une approche un peu différente et avec nos propres armes pour essayer de trouver des solutions. En quoi c'est différent? En quoi c'est différent? On va pas rentrer dans le détail des fonctionnalités, mais on va dire, bien sûr, on a des fonctionnalités qui sont différentes, mais on essaye de nous concentrer sur l'utilisation et l'innovation. C'est-à-dire comme on a fréquenté des hôteliers pendant de nombreuses années, on sait à quel point ils sont pas très tech ni marketing. Donc on s'assure de développer un produit qui soit facile à utiliser pour eux, avec une bonne expérience. Et ça, on arrive à se démarquer dans ce sens-là et nos clients nous font savoir. Okay. Et donc là, vous lancez. Vous avez besoin de fonds. C'est important. Indispensable. C'est pas important, c'est indispensable. Je pense que tu peux pas lancer un business comme ça, parce qu'aujourd'hui, tu as combien de personnes qui bossent chez Userguest? Une trentaine. Une trentaine, ouais. Faut payer les salaires. Il faut payer les salaires. Non, mais même au départ, il y a besoin, dès le premier commercial, qui est une des premières personnes qu'il faut recruter dans l'équipe, direct, il faut du budget, il faut des ressources. Et donc, ton chiffre d'affaires ne le permet pas? Comment tu fais? Tu lèves des fonds directement? Direct, ouais. En fait, en 2019, on fait déjà dès qu'on a l'MVP, on a déjà un premier round, Friends and Family. Donc déjà, parce qu'il faut aller le convaincre. Les amis, c'est pas... on dit... Tu lèves combien à ce moment-là? On lève 30 000 euros, plus ou moins. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Là, aujourd'hui, ça paraît pas beaucoup, 30 000 euros. Il faut les chercher. Pour quelqu'un qui démarre... les amis, c'est les premiers à
il faut réussir à les convaincre. La plupart n'ont pas investi chez moi. Là, je me retourne, je leur dis, vous avez dû. Enfin, j'espère. Mais c'est un bon exercice de le faire déjà auprès de l'entourage. Et après, rapidement, donc 2019, on lève déjà un pré-seed, un Friends and Family round. Et en 2020, juste après, on enchaîne avec une deuxième levée. Okay. Un peu plus conséquente, qui va nous permettre justement d'aller développer en 2020, davantage. Ouais. Juste avant le Covid. En plein dedans. En plein dedans. En plein dedans. Vous réussissez quand même à lever des fonds, même si vous êtes en pleine crise de l'hôtellerie, du voyage, du tourisme. On a réussi. On remercie les investisseurs qui ont cru en nous et on est super contents. Ils sont toujours avec nous aujourd'hui et non, ça s'est bien passé. Content qu'ils aient cru en nous. Waouh. Ouais, ça paraît contre-intuitif parce que si tu réagis à ce qui se passe sur le marché, tu te dis bon, je vais pas mettre des billes dans une industrie qui est touchée de plein fouet. Franchement, ils étaient super convaincus avant le Covid et on était déjà entamés dans les discussions. On est bien entamés. Quand le Covid est arrivé, on était vraiment sur les derniers échanges et les derniers termes du contrat, on va dire. Et en fait, on est super contents qu'ils aient cru en nous et en notre résilience et notre capacité à nous relever de la crise. Je pense qu'on leur a montré une bonne trajectoire et une projection qui les a rassurés. Ouais, c'est fou parce que moi j'aurais pu penser que justement juste avant le closing tu arrêtes. Non mais tu rigoles, mais je vois beaucoup de fonds faire ça. Ils ont été smart. Moi j'ai rien à dire. Ils ont été smart parce que ils sont rentrés à pas cher du coup. À l'époque c'était le début. Donc je pense qu'ils sont contents d'être rentrés au début. Ouais. Donc peut-être pour redire à ceux qui nous écoutent, rentrer pas cher, ce que ça veut dire, c'est en fait investir à un niveau de prix qui est juste par rapport à la valeur potentielle de la société, qui permettrait de faire un retour sur investissement intéressant. Donc aujourd'hui, moi je me pose surtout la question par rapport à votre produit. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde le secteur de la réservation hôtelière, on pourrait avoir tendance à penser que quelqu'un qui fait aujourd'hui une réservation, il est tellement redirigé vers des sites qu'on appellerait des agrégateurs, des booking.com, des hotels.com, etc., que finalement, il aurait moins tendance à venir se connecter directement ou aller directement sur le site web de l'hôtel en direct pour aller faire sa réservation, là où justement vous intégrez votre solution. C'est quoi aujourd'hui un peu la répartition sur les parcours d'achat entre ceux qui le font via un agrégateur et ceux qui le font en direct, et donc à quel point est-ce que ça vous impacte? En fait, il y a une stat qui dit que une réservation sur 2 en ligne passe par ces plateformes. C'est fou le marché qu'ils ont réussi à capter. C'est énorme, c'est 50%. Donc en fait, le pain point, il est là. Et nous, on l'a senti de très près en fréquentant les hôteliers. Et on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose, il faut les aider. Un hôtel, c'est géré par des hôteliers. C'est des gens qui ont fait des écoles hôtelières. Donc, il n'y a pas de tech, il n'y a pas de marketing là-dedans, il n'y a pas toutes ces armes dont ils ont besoin pour pouvoir convertir mieux, pour pouvoir avoir une présence digitale efficace, performante. Donc, il y a beaucoup de place pour des technologies comme les nôtres pour justement soutenir les hôtels dans cette démarche-là et dans leurs initiatives en ligne. Et c'est quoi parce que tout à l'heure je t'ai posé la question, mais c'est quoi le chiffre d'affaires supplémentaire en moyenne que vous apportez à un hôtel, ou le taux de conversion supplémentaire que vous apportez à un hôtel justement grâce à vos outils? Donc effectivement, nous, on va donner la possibilité à l'hôtel de mieux convertir sur son site, d'aller chercher plus de revenus en direct et du coup payer moins de commissions à ces plateformes-là, entre autres. Sur nos tests, on observe une augmentation de 22% sur le taux de conversion. Ah, c'est pas mal, hein? En direct sur le site, oui. Et plus 43% sur le revenu. Donc effectivement, c'est conséquent. Grâce à nos fonctionnalités, on arrive à impacter directement le revenu et la conversion sur le site de l'hôtel. Et la vision un peu produit. Donc aujourd'hui, si tu peux juste me dire, moi, je vais sur le site je sais pas, je dis au hasard, le Radisson Blu à Casablanca. Qu'est-ce qui apparaît sur la page si jamais je visite plusieurs chambres et que je prends pas de décision d'achat? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le produit? Et à terme, comment est-ce que ce produit-là, il est voué à évoluer?
Alors, ça, c'est effectivement une partie du produit. Ce sont les messages qu'on va afficher, mais on ne fait pas que ça. L'idée, c'est d'offrir une expérience personnalisée. Donc, tu vas voir des messages qui vont s'afficher tout le long du process, des messages qui vont te proposer notamment des types de chambres et d'offres qui seront compatibles avec toi. Et le principe, c'est d'anticiper un peu ton intention. Donc, déjà échanger dans ta langue. Et en fait, on va comprendre, par exemple, tu as parlé du Radisson, si tu es sur Casablanca, on va comprendre que si tu te connectes depuis un téléphone mobile depuis Casablanca, on va comprendre que tu as de fortes chances d'être intéressé par un séjour de last minute. Donc, soit le jour même, soit le lendemain. Donc, en conséquence, on va te proposer les bonnes offres, les bonnes chambres au bon moment. Donc, l'idée, c'est de faire un peu de profiling et c'est de comprendre le profil de chaque utilisateur et en fonction sur plein de paramètres, on a un algorithme qui entre en jeu, il y a beaucoup de règles qui sont prises en compte. On affiche les messages qui ont le plus de probabilité d'aboutir à une conversion. Ok. Et demain, c'est quoi la suite de UserGuest ? UserGuest, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les hôtels de manière globale à augmenter leurs revenus en direct et avoir les armes qu'il faut en ligne. Donc, on se situe sur le site, mais aussi en amont. Donc, toute la partie marketing, on accompagne aussi les hôtels dans ce sens-là, à mieux gérer leur campagne d'acquisition de trafic en ligne. Donc, voilà, UserGuest, en fait, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de leur mettre à disposition toutes les innovations, les technologies efficaces pour une performance en ligne. Donc, par exemple, sur le marketing, qu'est-ce que vous faites ? Marketing, on fait beaucoup de choses exceptionnelles. Mais raconte-nous. Et très, très excitante. On innove un produit qui n'existe pas encore. Je vais mentionner l'IA, bien sûr. On est en plein dedans. Bien sûr, il faut le mentionner. Donc, on intègre de l'IA et de la personnalisation dans la gestion des campagnes marketing. Il faut savoir que le marketing, c'est un métier d'agence. Des experts qui gèrent les campagnes de marketing en les optimisant, en gérant le budget, les enchères. Donc, on parle de Google notamment, les réseaux sociaux. Donc, c'est des enchères qu'il faut gérer, allouer des budgets, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte pour gérer de manière optimale un compte. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. On a mis en place un process qui est pour nous le plus optimal dans la structuration des comptes, mais aussi dans la prise de décision de l'algorithme, qui est alimenté par de l'IA. Du coup, on fait passer un métier qui normalement est métier d'agence à du SaaS, qui est beaucoup plus scalable et plus efficace, plus automatisable, etc. Intéressant. Et ça, d'un point de vue technologique, aujourd'hui, vous avez un CTO. Dieu merci. Dieu merci. Non, mais moi, je te pose cette question-là parce que tu me disais en amont de cet épisode, quand on l'a préparé, que vous aviez commencé UserGuest sans CTO. Oui. Ah, c'est pour ça que je te pose la question. J'imagine bien que vous avez un CTO aujourd'hui. Ah oui, mais mes premières erreurs. En fait, il faut comprendre qu'on se lance là-dedans avec mon associé, le premier, Hicham. Aucun des deux avons une expérience ni de start-up, ni de tech, ni quoi que ce soit. Donc, on a juste une idée, en fait. On a une connaissance d'un secteur et on a une idée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commet 2 erreurs, en fait. La première, c'est qu'on recrute en direct des développeurs. Il faut savoir, moi, je ne sais pas. Ligne de code, je ne sais pas. Je connais Java, JavaScript, j'ai 2-3 mots c'est en pas tête. Ton métier. Pas du tout. On recrute et on essaie de nous les superviser. Donc, des développeurs à l'époque juniors, bien sûr, parce qu'on n'aurait pas les moyens. Bon, pour la faire courte... Les 30 000 €. On perd 8 mois. Voilà. Wow. On perd 8 mois, il ne se passe rien du tout. On développe, ça ne marche pas, on ne comprend pas, on ne parle pas le même langage, bref. Et ensuite, on fait la deuxième erreur, on essaie d'externaliser auprès d'une agence. Dev. Deuxième erreur, que voilà, j'ai appris ma leçon. En fait, ça vous a coûté beaucoup d'argent. Ça coûte un peu d'argent et ça n'aboutit à rien. Donc c'est très simple. Quand on a réussi, j'aurais dû commencer directement par essayer de trouver un CTO et le convaincre. Dès qu'on a trouvé le CTO, on a réussi à le convaincre. Quand il est arrivé, il a dit bon, je jette tout ça à la poubelle, ça sert à rien du tout. Parce que j'étais un peu fier. Je lui dis regarde, on a déjà développé, ça fait 8 mois qu'on travaille, on a 2-3 lignes de code. Il me dit laisse-moi tranquille, ça sert à rien, on met à la poubelle, on reprend de zéro.
Je voudrais vous parler d'Allo Garant. Vous êtes propriétaire, vous avez un bien et vous voulez faire un geste patriote. Mettez votre bien sur Allo Garant pour permettre à des étudiants marocains qui arrivent en France de pouvoir se loger. Ce serait super cool de faire ça. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est dans ce super studio de podcast et je les remercie énormément. Inscrivez-vous sur leur plateforme et mettez votre bien sur leur plateforme. Merci beaucoup, on retourne au podcast. Moi, la question en fait fondamentale, c'est pourquoi est-ce que tu te lances Santillot? Parce que tu es naïf de croire que tu peux le faire juste avec des ressources externes. Parce que moi, j'aurais tendance à penser, là aujourd'hui, c'est différent, on vit une autre époque. Et en même temps, je travaille dans des fonds et je me dis, quelqu'un qui va te développer un truc, il va te le faire mieux parce que aussi il est incentivé. Il est au capital de la boîte, il a tout intérêt à ce que ça marche bien. Alors que quelqu'un qui va le faire en externe, il va le bâcler. Quelqu'un qui va le faire via une agence, c'est une mission, il va le bâcler. Mais donc ça, vous n'aviez pas eu la réflexion dès le départ À l'époque, je me disais, on recrute des développeurs, on a la possibilité d'avoir un premier produit qui fonctionne bien. Si jamais on les cadre bien, on fait des réunions, on met des procédures, ouais, très naïvement. Et surtout, j'ai rien vu d'autre. En fait, il y a surtout, je démarre, j'ai pas de modèle, j'ai pas d'écosystème autour de moi, d'échanges avec une communauté, j'ai pas tout ça. Ouais, aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, je suis sur, je sais pas combien de groupes, de communautés, il y a plein de questions, on échange sur plein de challenges, plein de questions, on rencontre du monde. Ça paraît clair aujourd'hui, mais à l'époque, je savais pas en fait. Mais donc toi, si tu parles aujourd'hui aux gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer, notamment des gens qui ne sont pas forcément des profils tech et qui voudraient monter des startups, tu leur dirais justement de ne pas faire les mêmes erreurs que toi? Idéalement, trouver un CTO. Idéalement, il faut trouver un CTO, quelqu'un qui puisse gérer, qui soit intéressé pour monter la tech. On ne peut pas compter les heures. Les heures. Quand on développe un produit, de la tech, ça prend trop de temps. Et il faut y mettre son cœur, il faut que... Moi, c'est le modèle auquel je crois. Il faut un CTO et donc il faut passer du temps, non pas à développer le produit, mais à convaincre un CTO. Parce qu'il faut réussir à le convaincre. Ils sont très, très, très demandés. Ils sont très demandés. Très courtisés, ça court pas les rues et c'est... ouais, il faut les trouver. Parce que donc du coup, toi et ton cofondateur, vous étiez amis d'enfance. Ton CTO, tu le rencontres comment? Ben, je le revois du coup. Je le revois. On se connaît depuis l'école primaire, le collège, lycée, on a fait tout... Ton CTO? Oui, on se connaît depuis toujours. Et je le contacte. Je viens de Bali, donc il était au Maroc. Je le retrouve en venant de Bali. Donc déjà, il faut que je soigne mon image et mon histoire, parce que bien sûr, il se dit bon, celui-là, il vient de Bali, il est en train de kiffer il a un projet, ça n'a pas l'air très stable, tout ça, très. Et donc, il faut le convaincre. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, mais je lui vends la vision, l'histoire, le concret. Je lui montre ce qu'on a, et ça a pris du temps. Combien? Plusieurs mois et plus d'1 an pour qu'il soit full-time, c'est-à-dire que... Il a commencé en part-time? Ah ouais, bien sûr, en part-time, mais c'était un truc, une collaboration progressive. Parce qu'un CTO, normalement, il a souvent d'autres projets à côté, d'autres engagements. Donc avant qu'il s'engage à 100%, ça a pris un peu de temps. Et il a fallu le convaincre. Donc, ouais, commercial, déjà pour recruter sa propre équipe, il faut être super sales. Wow. Et vous aviez de quoi le payer à l'époque? Bien sûr que non. Je te pose la question parce que je connais la réponse. Non. Oui, bien sûr que non. On le paye en equity, en fait. Ça marche comme ça. Vous le payez en part de capital? En promesse, en rêve futur et en... Oui. Et ça marche? Et visiblement, ça a marché. Il est toujours avec nous. Je sais qu'on veut me le prendre. On a essayé plusieurs fois. Mais il est super fidèle. Il est très content de l'avoir. Et non, il fallait le convaincre. Et effectivement, l'equity, c'est indispensable. Pour des gros profils comme ça, qui gagnent à la journée énormément, on ne peut pas l'acheter, quoi. Ok. Mais en fait, equity, pour moi, ça veut tout rien dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans le même ordre de grandeur que vous au capital, tu vois? Est-ce qu'il est considéré comme un cofondateur
avec le même pourcentage ou voire un peu moins que vous au capital? On a fait 50, 50, 50. 50, 50. Tous les trois. Il y a pas... Non, c'est exactement les mêmes. Donc, du Voilà, coup, un tiers. Non, les trois fondateurs, on a les mêmes parts. Ok. On compte pas le temps, on a tout mis. Il faut qu'on soit à part égale. Moi, j'ai trouvé que c'était la bonne décision et c'était sain de commencer comme ça dès le départ. Même si nous, effectivement, on a démarré avant lui. Ouais, c'est ça, parce que vous avez mis combien d'années avant lui sur le projet? Un an et demi sur ce projet, même. Mais avec l'agence, beaucoup plus. Beaucoup plus. D'ailleurs, je vais faire le point. Maintenant que j'y pense, je vais faire le point avec lui. Là. On va faire les comptes. On va commencer à valoriser ces premières années. Passé. On va valoriser les premières années. Non, mais... et donc, tu lèves... et en fait, ce qui est intéressant avec ton aventure chez UserGuest, c'est que tu commences en Asie du Sud-Est, puis tu te lances en Europe, parce qu'il y a eu le Covid, etc. Mais ensuite, tu te lances au Maroc. Donc, c'est intéressant aussi de voir la trajectoire dans le sens inverse, avec en plus des investisseurs que tu fais rentrer, je ne sais pas si on peut les nommer, mais qui sont marocains. Ouais. Pour la plupart. Oui. Donc, c'est intéressant de... Alors, comment se fait ce chemin-là vers le Maroc? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, pour toi, le marché marocain? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? Ce que vous avez appris sur le terrain, etc. Effectivement. Donc, nous, on a dû se nationaliser et pas s'internationaliser. Comme on a démarré à l'international, on a dû rentrer dans notre pays et démarrer au Maroc d'une manière, on va dire... avec le cœur. On avait, nous, le Maroc, pour nous, c'était important à travers ce sentiment patriote qu'on avait, de give back aussi et de contribuer au tourisme marocain. Donc, c'était important, même si en termes de marché, le Maroc n'est pas dans nos priorités. C'est un petit marché en termes d'hôtels. Quand même, c'est un des top pays en termes de tourisme en Afrique. Je pense même que c'est devenu le premier pays en termes de destination touristique en Afrique. Tu me dis si je me trompe? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Le Maroc est touristique, mais à certains points. C'est-à-dire que c'est incomparable avec d'autres pays, oui, effectivement, comme l'Égypte, mais surtout l'Europe, l'Espagne, l'Angleterre, la France. Afrique En Afrique, oui. En Afrique, oui, il y a d'autres pays, effectivement. On parle du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte. Mais l'Afrique, de manière générale, n'était pas forcément non plus dans nos priorités. Étant donné qu'on a développé un outil qui peut se vendre dans le monde entier et qui est utile pour des hôtels du monde entier, on avait d'autres marchés qui étaient prioritaires avant le Maroc. Le Maroc, c'est vraiment, encore une fois, c'était pour contribuer. Et donc, l'arrivée au Maroc était très intéressante. Alors, c'est marrant parce que je suis sur ChatGPT pendant que je te parle. Okay. Et je viens de demander quel est le pays qui est le premier en termes de tourisme en Afrique. Et, figure-toi que c'est le Maroc. En nombre de touristes. En nombre de touristes. On est à 14,5 millions. On a dépassé... On a dépassé l'Égypte et l'Afrique du Sud. Oui, génial. Tant mieux. Tu vois, on est bon en foot, on est bon en tourisme, on est bon en tout. Je te dis ça parce que je pense que le chiffre a été communiqué récemment aussi avec Fatem Zahra Amour, qui est la ministre du Tourisme. Je pense qu'il y a énormément qui est en train d'être fait, et notamment avec la Coupe du Monde qui arrive et les différentes CAN. Je pense que le Maroc va prendre une énorme place. Il y a encore beaucoup de sujets qui sont pas encore exploités comme on le pourrait. Il y a beaucoup de villes qui ont des potentiels touristiques qui ne sont pas développés. Je pense notamment à Fès. Fès aujourd'hui, avec tous ces riads qui ne sont pas optimisés, tout son potentiel culturel, il n'y a pas assez encore de tourisme. Pareil pour Fès, etc. Donc je pense que le Maroc, au-delà même des chiffres actuels qui sont déjà impressionnants, a le potentiel de vraiment avoir une croissance encore plus importante de son nombre de nuitées. C'est comme ça aujourd'hui que je pense que le ministère calcule ces chiffres, mais il y a plein de villes encore qui sont sous-exploitées. On est là. On est là. Si on peut aider quelqu'un, nous, on veut contribuer. Hein. On a une tech et c'est malheureux, elle est développée au Maroc et elle est utilisée par l'Europe
essentiellement, enfin en priorité. On se dit, mais est-ce que les Marocains ne veulent pas de notre tech? Donc, bon, l'idée, c'est que on a eu effectivement il fallait s'adapter au marché marocain. Et si je peux donner juste un exemple, en Asie, pour approcher les hôtels, un moyen qui fonctionnait bien, c'était les événements. Donc on allait organiser des événements, des sortes de conférences, séminaires, où on allait inviter donc, des hôteliers d'une certaine région, d'une ville ou autre, avec des experts, des échanges, etc. Et sur des sujets qui vont les intéresser, bien sûr du digital, du revenu management, du marketing, etc. Ça marche super bien et pour nous, c'était un moyen de nous faire connaître. C'était du marketing. Oui. C'était de l'acquisition. Acquisition. C'est-à-dire ça, pour prospecter, nous faire connaître, échanger et signer des deals. Ça marchait super bien. Et on avait des salles pleines en Asie. On organisait ça avec d'autres partenaires ou nous-mêmes. Et on s'est dit, on va faire la même chose au Maroc. C'est génial, ça marche bien, on va répliquer. On arrive au Maroc, je me souviens, premier événement qu'on veut organiser, on s'associe à une école hôtelière. On va dire qui est super école hôtelière, réputée, qui elle-même a un réseau, des contacts, qui va pouvoir facilement... Dans quelle ville elle est, cette école? Tanger. Ouais. Et qui va pouvoir contacter les hôtels de la région, de la ville, et on va organiser un événement ensemble, donc avec cette école. Et bien sûr, l'événement est gratuit, il n'y a même pas besoin de payer, c'est un événement gratuit. Mais vous, ça vous coûte Oui, non, on a des frais, mais l'événement est gratuit pour... Les participants, qui sont censés être des hôteliers. Ouais, c'est complètement B2B. Ouais. Et il y a vraiment du kickback, c'est-à-dire que nos conférences, nos séminaires sont... Il y a du contenu dedans, on a appris beaucoup de choses ces 10 dernières années qu'on partage. Et aussi, bien sûr, l'idée, c'est de proposer nos solutions indirectement. Ce n'est pas de la vente directe, vraiment sous forme d'une conférence. Est-ce que tu as une idée du nombre d'hôteliers qui sont venus à cette conférence? On a invité tout le monde, là, depuis l'école hôtelière qui a... Vous avez invité combien de personnes? Des centaines. Des centaines. Oui, à travers l'association des hôteliers. Enfin, on a fait le job comme il le fallait. Dis-moi un chiffre. Je sais pas, 10. C'est super. Si on avait eu 10, on aurait été content. On en a eu 0. 0? Pas un, 0. Pas un seul. Et en fait, on a rempli finalement la salle avec des étudiants de l'école. Et on s'est retrouvé à faire une conférence pour les étudiants. Et c'est très bien aussi. Pourquoi tu penses qu'ils sont pas venus? C'est pas dans la culture? Je me suis posé la question. Je me suis dit... aujourd'hui, je comprends un peu plus. Je pense qu'il y a un manque de curiosité et d'intérêt pour les nouvelles technologies, pour trouver des solutions pour optimiser davantage sa présence en ligne, etc. C'est-à-dire qu'un hôtel, par exemple, qui, au Maroc, fait déjà 80-90% de remplissage, il va peut-être se dire, moi, ça me suffit, ça me va, j'ai pas trop forcément envie d'aller faire plus ou autre. Sachant que cet hôtel, ça se trouve, il fait 80% à travers Booking. Donc, en gros, perd sa marge. Donc, il perd énormément, donc les 20%, mais de commission qu'il va devoir payer à Booking. Donc, en fait, il y a, on va dire, un manque de curiosité, un manque de... aussi on appelle ça un fatalisme aussi. Ils se disent, je crois pas que je puisse sortir de là. Booking est tellement présent au Maroc, et c'est un des marchés où il est le plus fort, parce que les hôteliers ne font rien pour sortir de cette dépendance. Et nous, on est là pour ça, pour les accompagner et leur permettre de faire plus de direct. Ouais. Et je pense qu'on a eu un manque d'intérêt. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tous les hôtels au Maroc. On a aujourd'hui beaucoup de partenaires. On est super contents. On accompagne beaucoup d'hôtels sur toutes les villes du Maroc. Donc non, on est super contents. Mais bon, il fallait s'adapter on va dire, à nos canaux de vente. Il fallait adapter les canaux de vente. Ouais, mais pour vous, en fait, comme vous faites de la vente sur, en fait, finalement, des petits comptes, c'est short sales cycle, mais c'est beaucoup de petits comptes qu'il faut aller chercher. Ça reste chronophage, parce que c'est pas des solutions qui sont plug and play, on the shelf, comme on peut dire. C'est des choses où je suppose que vous avez une armée de commerciaux qui appellent, qui prospectent, etc. Dis-moi si je me trompe. Je pense que oui. Ouais. Donc c'est un vrai effort de vente que vous faites.
Oui, on a plusieurs canaux de prospection, on va dire. On essaie d'être le plus agressif possible, forcément. On n'est pas une boîte de tech, on est une boîte de sales. C'est ce qu'on se répète tout le temps. Et au Maroc, effectivement, on a dû s'adapter aussi parce que le décisionnaire est différent que dans les autres, comparé aux autres marchés. C'est-à-dire que dans les autres marchés, notamment en Asie ou même en Europe, la personne avec qui on va échanger, qui peut être le responsable marketing, directeur e-commerce, revenu management, ou en fait pas le propriétaire d'hôtel ou pas le big boss, il a la possibilité de prendre la décision et de souscrire à notre solution. Au Maroc, ça n'existe pas. C'est quoi, c'est le boss? Au Maroc, c'est le big boss qui choisit, c'est-à-dire ça va être, il faut passer par en haut. Donc au Maroc, un autre moyen un autre obstacle qu'on a eu, c'est que nos interlocuteurs n'étaient pas décisionnaires et du coup, on a eu du mal à les convaincre parce que eux, en fait, n'allaient très souvent pas en parler à leur boss. Et donc, au Maroc, pour moi, ce qui a le mieux fonctionné, c'est de passer par en haut directement et par des groupes et faire du networking. C'est surtout ça, la vente au Maroc. Ok, ouais. Parce que après, tu as énormément de grands groupes aussi qui sont structurés avec... Je ne sais pas comment est structuré du coup le milieu hôtelier au Maroc, si c'est une grosse partie de groupes plus beaucoup d'indépendants. Enfin, je ne sais pas. Mais je suppose aussi qu'il y a des grands groupes hôteliers au Maroc où ils sont potentiellement structurés un peu comme en Asie ou en Europe avec des C-level, donc des représentants marketing qui peuvent être aussi décisionnaires. Il y a de ça aussi, bien sûr. Ouais, c'est pas que... Non. Ouais. Mais all in all, comme j'ai dit, super content de travailler sur le Maroc et de contribuer. Après, ça reste un marché secondaire pour nous. Là, vous êtes dans combien de pays? Plus de 40. Plus de 40 pays, essentiellement l'Europe. Après, en Asie du Sud-Est, bien sûr, c'est là où on a démarré. On est aux US, Amérique du Sud, un peu partout. Ok, intéressant. C'est quoi pour vous les plus gros challenges aujourd'hui? Il y a un seul challenge, c'est la vente. La vente. Dans ce domaine-là, il faut vendre. Je le répète, on se considère comme une boîte de sales avant d'être une boîte de tech. C'est-à-dire que le produit, il est super important. Il faut avoir le produit. Ça, c'est une évidence d'avoir un super produit, de l'innover. Après, le gros sujet, c'est comment vendre. T'es devenu une brute de sales? Moi? Ouais. Moi, en perso? Ouais. J'essaye. En fait, c'est mon focus, c'est comment faire plus de sales. J'ai un background commercial, donc j'ai pas mal vendu dans mon expérience passée. Donc j'ai fait du phoning, j'ai fait beaucoup de cold calling, j'ai fait beaucoup d'appels, de téléphones, les pages jaunes à l'époque, je suis passé par là. Et je crois en ça, ouais. Je crois en la vente. Pour moi, c'est ce qui drive une société. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre, il faut mettre la vente en priorité. C'est ce qui va alimenter le développement et le reste. C'est-à-dire que grâce à la vente, il y a plus de revenus. Donc, on peut convaincre des investisseurs. Et avec plus de revenus, on peut aussi recruter et avoir une meilleure équipe tech, etc. Sans la vente, on va nulle part. On n'avance pas. Ouais. Et tu me disais même en amont de cet épisode sur les nouvelles initiatives de sales qu'il fallait tester des process ou tester un nouveau marché avant de se lancer. Qu'est-ce que tu as appris sur ça? Ouais, c'est une erreur qu'on faisait, qu'on ne fait plus. J'essaie d'être proche de toutes mes équipes pour qu'on ne fasse plus ça. C'est quand on veut tester un nouveau produit, un nouveau process, une nouvelle initiative, l'idée, c'est avant de développer quoi que ce soit, c'est de le vendre. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'abord que c'est vendable et qu'on a déjà des promesses avant de passer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois à créer des process, des automatisations, mettre en place sur le CRM toutes les bonnes cases, les bonnes couleurs si ça marche, le client va rentrer dans cette case-là. C'est-à-dire que tout ça, ça prend du temps. Et en fait, on peut perdre du temps à se dire, bon, je monte tout le produit avec tout ce qui va autour et après, je vais sur le marché le vendre. Moi, je dis, d'abord, on le vend, même s'il n'y a même pas encore le produit.
Et une fois qu'on est certain que ça se vend ou bien on a un retour du marché, là, on peut commencer à mettre des efforts sur tout le reste. Ouais, mais juste pour comprendre, pourquoi est-ce que vous avez besoin de développer des nouveaux produits quand vous développez un nouveau marché? Parce que vos produits, fondamentalement, votre produit, c'est le même là où vous êtes. Partout où vous êtes, je veux dire. En fait, ça peut être des nouvelles fonctionnalités. Qui sont propres à un marché. Oui, et pas forcément sur des nouveaux marchés. En fait, on peut parler du même marché et se dire, on va lancer une nouvelle fonctionnalité ou bien une nouvelle manière d'approcher les clients. Avec peut-être un produit d'appel. Vous savez, on est tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions, d'innover, de chercher ce qui fonctionne le mieux. Et là, il faut s'assurer que le marché va répondre positivement à cette initiative, à cette idée. Okay. Mais on en revient à même un produit, lancer on va dire un produit dès le départ, une idée, un concept, avant de... Je déconseille de passer 6 mois, 1 an et demi dans un garage à développer un produit avant d'aller le tester. Il faut commencer par le vendre. Et une fois qu'on comprend qu'il y a des gens qui sont intéressés, on leur dira, bon, ça arrive dans pas longtemps, c'est jamais grave de faire patienter les premières promesses. Mais ouais. Ça, c'est un super conseil. Parce que finalement, allez tester votre marché, allez parler aux gens, ayez des intentions de vente, ayez des intentions d'achat, je veux dire, où vous savez que même demain, par exemple, je prends ce cas de quelqu'un qui serait en poste et qui voudrait se lancer dans une start-up, avant même de quitter son boulot, avant même de tout lâcher, va voir ton marché. Essaie d'avoir une promesse d'achat avant de te lancer, avant de tout quitter. Ouais. Et c'est... je trouve que c'est efficace pour 2 raisons. D'une part, on s'assure qu'il y a vraiment ce qu'on appelle un product market fit, c'est-à-dire que effectivement, c'est une solution, un produit, un service qui va servir parce que quelqu'un est OK pour payer le prix. Donc, quand on va le vendre, il faut aussi proposer un prix. Parce qu'on est souvent on peut être à côté de la plaque sur le pricing qu'on fait. Mais aussi en termes de produit. Si je te disais l'idée qu'on avait au départ sur UserGuest et aujourd'hui, ce que le produit qu'on a, c'est les clients qui ont fait le produit. Et donc, avant d'aller trop loin dans la conception, se dire, moi, je sais exactement ce dont ils ont besoin, il faut une petite version très simple. Et derrière, c'est les premiers utilisateurs qui eux-mêmes vont faire le produit, avec leur retour, avec leur feedback. Et là, il faut être très bien structuré. Et nous, on essaie de le faire. On a des channels Slack et des systèmes, des espaces de communication, de faire remonter d'informations. On récupère tous les feedbacks des clients. Ça va dans des endroits bien spécifiques et on les intègre à la roadmap parce que c'est la meilleure roadmap, en fait. C'est vraiment le retour client. Ouais, c'est co-construire avec son client, finalement. Absolument. Ouais, il faut vraiment le faire. C'est pas juste des paroles en l'air. Ouais, parce qu'au final, c'est eux qui vont acheter, quoi. C'est eux qui vont l'utiliser. Exact. Ouais. C'est cool. Et tu penses aujourd'hui, vos équipes tech, elles sont où? Essentiellement au Maroc. Ok. Oui, ça, c'est intéressant, tu vois. C'est génial. Par choix ou par coût? Les deux, franchement. On a des super talents au Maroc. Des super développeurs qui parlent en plus plusieurs langues, qui ont une bonne expérience, qui sont structurés. Et aujourd'hui, on est super content de notre équipe. Vous avez un bureau ou est-ce que c'est des gens qui sont en remote? Je ne sais pas même si le concept de remote existe au Maroc. On a réussi. On est en full remote. Ouais. Même toi, tu es en full remote? Ouais. Ok. On a démarré comme ça et on a réussi à rester en full remote. On est sur plus de 40 pays. On est sur beaucoup de marchés. On a des équipes aujourd'hui partout. En Angleterre, en France, Espagne, Portugal, Maroc. L'équipe, elle est dispersée un peu. Mais après, on a aussi des hubs. C'est-à-dire qu'à Barcelone, on va avoir pas mal de monde. Combien? À Barcelone, on est 8 personnes. Je pense qu'on est 8. Et du coup, ils sont dans le même espace. C'est comme un petit bureau, effectivement. Donc, on peut avoir des hubs dans ce sens-là. Et eux, ils sont très contents. Enfin, parce que pour moi, ce mythe, en fait, c'est un mythe, tu vois. Le full remote. Alors, je ne sais pas ce que les gens viennent chercher aujourd'hui en entreprise, si c'est forcément un cadre du quotidien où tu vois tes collègues, tu déjeunes avec eux, etc. Mais
j'ai quand même l'impression que c'était un peu pendant le Covid une grosse mode qui était de se dire on peut faire du full remote, etc. Mais qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup estompé et j'entends plus beaucoup parler de boîtes qui sont encore full remote, tu vois. Non, ça marche toujours. Ça marche toujours pour nous et il faut mettre en place des process, il faut mettre des bonnes fondations et non, ça marche. Ouais. Bon, plus l'équipe grandit, plus il faut être structuré dans ce sens-là et bien organisé. Mais aujourd'hui, non, moi je pense que le système hybride est pas mal. Mais vous voyez de temps en temps quand même? Oui. Vous faites des séminaires à Bali? On aimerait bien, ouais, c'est vrai. On n'est pas reparti, non. Non. On fait des séminaires, bien sûr, du coup, dans la région. On va se retrouver de temps en temps, travailler ensemble. Et les équipes, après, on a des équipes qui se retrouvent entre elles aussi. C'est l'équipe CS, Customer Success. Donc, relation client. Voilà, relation client. Les commerciaux, dans des événements, ils vont se retrouver ensemble aussi. Donc, on a des événements dans ce sens-là qui vont permettre de voir un peu de se retrouver entre nous. Et la boîte, enfin, je te pose des questions administratives, tu vas me dire pourquoi tu me demandes ça. Elle est domiciliée où? Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas? Ouais, à Amsterdam. How come? Hicham, mon associé, est domicilié là-bas. Donc, il habite là-bas, à Amsterdam. Et c'était au moment de revenir d'Asie, donc pendant le Covid, on a décidé de domicilier la boîte là-bas, étant donné qu'on allait se positionner en Europe, entre le UK, France, même les Pays-Bas, la Belgique, on a des clients aussi. On s'est dit, c'est le bon endroit pour domicilier la boîte. Okay. Alors je me pose la question, parce que ça aurait pu être n'importe où d'autre. Mais peut-être pour revenir sur la question des développeurs, moi j'ai le sentiment, en parlant à beaucoup de gens, qu'aujourd'hui, une des ressources géniales qu'on a au Maroc qui va aussi contribuer au développement de l'écosystème technologique marocain, c'est qu'on a des talents de malades, en tech notamment. Et c'est des gens qu'on peut recruter à moindre coût aussi par rapport à des pays comme la France, etc. Alors même que le niveau de leur travail est limite plus intéressant, plus important. Toi aujourd'hui, juste par rapport à des fondateurs qui voudraient se lancer, c'est quoi les conseils que tu peux donner sur le recrutement d'une équipe tech en local? Comment tu as fait? Comment tu recrutes? Où est-ce que tu vas chercher les gens? Comment est-ce que tu t'assures de leur qualité, etc. Voilà, c'est ça ma question. C'est pas si facile. Effectivement, on a des super talents et on a des bons profils. Il faut nuancer, tu vois. Ouais. Après, il faut les trouver et il faut bien les intégrer dans l'équipe. Il faut qu'ils soient intéressés aussi par le projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas visé juste dès le départ. Et vous avez fait des erreurs de recrutement? Oui, beaucoup. Vous avez dû remercier des gens? Oui, bien entendu. Oui. Et pas de fit, pas la qualité attendue. Aussi. C'est ça, parce qu'on peut perdre énormément de temps. Comment aujourd'hui, la question c'est, tu es entrepreneur, tu veux te lancer au Maroc, tu veux recruter une équipe de développeurs, comment tu fais pour éviter des erreurs? Les ref call déjà. Ref call, il faut essayer d'avoir appeler un ancien employeur de la personne et avoir des informations. Mais supposons que la personne n'a jamais bossé parce qu'elle sort d'école. On la recrute pas, elle n'a jamais bossé. Non. En gros, très important d'avoir un retour des anciens employeurs ou partenaires de la personne qu'on recrute, surtout en tech. Aussi, mettre en place des tests techniques. Au début, on ne faisait pas forcément des tests assez poussés. Aujourd'hui, on va assez loin dans les tests techniques pour vraiment mieux comprendre le niveau technique de ces ingénieurs. Et après, il y a beaucoup d'humains aussi. La dimension valeur humaine est très importante. Donc aujourd'hui, on s'assure qu'on est aligné, on est sur les mêmes valeurs avec ces personnes sur la boîte, sur le concept aussi de remote. C'est pas pour tout le monde non plus. Donc c'est important d'avoir des personnes qui sont aussi pour nous aptes à travailler en remote. Tu mets combien de temps à les recruter en moyenne? Ça dure combien de temps un process? Plusieurs mois. Ouais. Plusieurs mois? Oui, plusieurs mois. Ça dure 3 mois minimum. Ah ouais. Il faut sourcer. On se fait aider, on se fait accompagner aussi des fois pour sourcer des profils. Après, il faut faire les tests.
échanger plusieurs interviews et après, il y a le délai, s'ils travaillent ailleurs ou on va les recruter. Donc oui, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Tu t'évites un autre temps qui est perdu. C'est une grosse douleur. Quand un tech s'en va, c'est une énorme douleur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après qu'on les recrute, il y a toute la phase d'onboarding. Ouais. Pour qu'un tech rentre dans une techno, dans tout ce qu'on a développé, il n'est pas opérationnel avant 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an Oui. C'est-à-dire qu'on a notre produit, notre technologie, déjà, elle est faite en plusieurs étapes. Notre CTO en parlerait mieux. Mais à chaque fois, mon CTO il me dit d'abord, on va l'intégrer à cette partie du code, ce type de produit, et le temps qu'il se familiarise, et ça prend du temps. On ne s'en rend pas compte. Ça prend beaucoup de temps. Donc, un développeur qui s'en va, c'est une grosse douleur. De perte de temps, de training, et bien sûr le process de recrutement, etc. Donc, très important de viser juste auprès des développeurs. Et c'est généralement des gens que tu recrutes de quelles écoles au Maroc ? Au Maroc, j'ai pas d'école précise et je peux pas en mettre en avant une plus que l'autre. Non, je dirais on a des bons profils sur un peu partout. Okay. On a des gens d'ailleurs sur Marrakech, Casa, Rabat, on a différents profils, donc formations différentes aussi. Okay. Est-ce que tu penses qu'on peut construire une tech de niveau international du Maroc ? À 100%. À 100%, oui. En termes de tech, oui. Mais on en revient au même sujet. Pour moi, lancer une start-up ou une tech ou un produit qui va cartonner, qui va rayonner dans le monde, le sujet, pour moi, c'est pas trop la tech. C'est la vente. C'est la vente. C'est comment faire scaler ce produit, comment le mettre sur tous les pays du monde. Oui, mais tu as quand même besoin de construire une tech qui est... Oui et non. Pour moi, non. pour moi, la tech, c'est... De toutes les manières, on a un produit, il évolue tout le temps, mais la clé, pour moi, ça reste la vente, les partenaires, donc les investisseurs, du coup, qui aident beaucoup à scaler. Donc, il y a tout le concept, le challenge du scaling. Comment faire passer de passer de 100 utilisateurs à 1000, à 10 000, à 100 000, à 1 million. Donc ça comporte des challenges qui ne sont pas forcément liés au produit. Mais comment tes investisseurs t'aident là-dessus ? Tu veux dire tes VC ? Oui. Comment est-ce qu'ils t'aident là-dessus ? Ils sont super impliqués avec nous. Il y a beaucoup de sujets. Donc bien sûr, ils apportent des ressources financières, mais pas que du tout. Les investisseurs vont nous mentorer. C'est-à-dire qu'ils ont... Ouais, on devait en parler du mentoring. Ouais. Et ils s'impliquent, on va dire, dans... Les investisseurs, pour résumer, ils ont vu beaucoup de challenges. Les investisseurs qui ont accompagné notamment des boîtes qui ont déjà scalé, qui sont arrivés, on va dire, plus loin qu'au stade où on en est, et nous, on est super early encore. Ils ont été confrontés à des challenges déjà. Et la plupart sont dans des boards d'autres boîtes, et ils voient d'autres problèmes qui peuvent être similaires et d'autres challenges. Et ils voient comment ils ont été résolus. Donc en fait, les investisseurs, et ceux qui sont dans notre board notamment, vont nous permettre de prendre des meilleures décisions quand on arrive à des obstacles ou à des challenges. Et ça nous aide à, bien sûr, nous orienter vers la bonne voie. Tu peux nous raconter un moment précis où c'est arrivé ? Où tu t'es dit, waouh, j'ai tel investisseur qui m'a aidé à prendre une porte que je n'avais pas vue ? Ouais. Il y en a tellement. On est super bien entourés. Enfin, je suis vraiment content. On a énormément de mentors et d'advisors. C'est qui tes investisseurs ? Tu veux que je les nomme ? Ouais, si tu veux. On peut ? Ouais, on peut. Okay. Ouais, pas mal de Marocains. Ouais, il y a qui ? CDG Invest. Ouais. On a UM6P. Ouais. On a au Maroc Almada Ventures. Ouais. Qui nous a rejoint aussi. On a Plug and Play. Les Américains. D'ailleurs, merci beaucoup à Ali Chalabi qui, à l'époque, était chez Meda, qui nous a introduits. Super, ouais, effectivement. Un petit clin d'œil à Ali, merci beaucoup. Et on a Calis aussi, qui est dans le tour de table. Ritza Znebel. Ritza, absolument. Voilà, pour en nommer t'es bien entouré de... Non, super content. C'est des
super équipes avec beaucoup de présence, beaucoup d'intelligence, beaucoup de soutien. Et comme je dis, les investisseurs, c'est vraiment, vraiment pas que de l'argent. Et c'est beaucoup d'implication dans des décisions importantes, mais aussi dans du recrutement. On a beaucoup de profils qui proviennent du réseau de nos investisseurs. On a des partenaires, des gros clients qui proviennent du réseau de nos investisseurs. On a des sujets stratégiques. Tu me parlais d'un exemple précis. Je peux parler de la dimension, notamment culture de société. On a un de nos mentors qui est très bon dans le scaling, qui a déjà scalé une startup, qui a fait passer on va dire, de 20-30 personnes à 500 personnes en full remote, d'ailleurs. Waouh. Donc, il est passé par cette étape. Il a vu, il a contribué, il a permis, avec beaucoup de succès, de grandir dans ce sens-là. Moi, je ne sais pas faire. En fait, moi, quand je ne sais pas faire, il faut que j'aille demander à quelqu'un qui l'a fait. Et donc, lui, je lui ai demandé comment tu fais, comment tu arrives à gérer cette équipe-là. On est dans ces eaux-là, on était à 20-30 personnes. Et il a commencé à me parler de culture de société. Je lui ai dit, c'est quoi? J'entends parler, les valeurs d'une société. C'est pas que du bullshit, ça? Absolument pas. Ça a un impact énorme. Énorme. Donc, on a créé un département culture chez UserGuest. On a un responsable, directeur culture, on a une équipe. Chief Happiness Officer. Quelque ça. Ça marche. Et ça marche, vraiment? Non, ça marche énormément. Et aujourd'hui, pour moi, à l'époque, avant qu'on lance cette culture avec beaucoup d'initiatives, beaucoup on va dire de choses qui vont permettre aux équipes d'être plus productives, plus motivées, plus valorisées, plus fédérées aussi. Ça a un impact énorme et du coup, on le ressent directement sur notre travail. Ouais. Et ce mentor-là, donc c'est du réseau de vos investisseurs? Parce que la question, c'est comment est-ce que du coup vous faites pour vous entourer de super mentors? Parce que c'est aussi un point dont on avait parlé en préparation de cet appel. C'est comment est-ce que tu fais pour t'entourer de mentors qui peuvent vraiment t'aider à scaler et aller beaucoup plus vite? Les mentors, il faut leur vendre déjà aussi la vision. Donc à tout le monde, il faut vendre la vision, le projet. On est constamment en train de vendre. Donc ils doivent adhérer déjà à ce qu'on est en train de construire. Donc il faut leur proposer le projet. Et derrière, généralement, soit ils vont investir dans la boîte, donc avec leurs propres fonds et rentrer en tant que finalement actionnaire / advisor, mentor. Donc ça arrive souvent. Il y a aussi des stock options qu'on peut mettre en place. L'équivalent des BSPCE en France. C'est ça. Donc où ils vont être rémunérés pour leur mentoring, le temps passé, à travers un peu une part de capital. Une part de capital aussi. Oui, les mentors sont chers. Généralement, les mentors, on n'en paye pas, mais il y en a qu'on paye aussi. Ok. Il y en a qu'on paye. Et qui vous êtes sur quoi? Sur la tech. Ah. Essentiel. Mais c'est quoi comme profil? C'est des CTO, des ex-CTO de super succès internationaux qui travaillent avec votre CTO pour le coup? Ouais, vraiment pour faire ça. Au day-to-day? Non. Ça coûterait très cher. Ouais. Ça. Et donc, effectivement, un des mentors qui nous manquait et que je cherchais depuis un moment, c'était un mentor pour le CTO. Justement pour toute la dimension technique. Et on a finalement réussi à le trouver. Et c'est super important. C'est quelqu'un qui a en fait déjà scalé une équipe tech. Notre CTO est super et il est exceptionnel et je suis très content, mais il n'a jamais scalé auparavant. Il est dans le code. C'est-à-dire il est au jour le jour, il n'arrive pas à prendre du recul. Bien sûr. Et surtout, il est face à des challenges qu'il n'a jamais rencontrés auparavant. Donc du coup, il a besoin aussi, de la même manière, d'un CTO qui a déjà scalé une équipe, développé des produits plus complexes avec plus d'utilisateurs et avec qui peut le challenger, avec qui il peut brainstormer, etc. Donc lui, effectivement, on est super content de l'avoir et il nous aide beaucoup et pour le coup, lui, c'est financier. On arrive à la fin du podcast. Peut-être une avant-dernière question. Si je te reparle allez, soyons pas trop lointains, mais dans 2-3 ans, allez, 4 ans, et que UserGuest s'est bien développé, qu'est-ce que UserGuest dans 3-4 ans?
Où est-ce que vous en êtes en termes de nombre d'hôtels, de croissance, de vision, etc. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous allez en fait? 3-4 ans, c'est super loin. T'arrives à avoir aussi loin que ça? C'est super loin, il se passe tellement de choses là, toutes les semaines, tous les mois chez Userguest. Donc 3-4 ans, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'hôtels. Je l'espère, et puis en fait, on va tout faire pour. C'est ça l'idée, donc vraiment impacter un maximum de partenaires parce qu'on sait qu'ils en ont besoin. Et c'est notre mission. Et Userguest continue à développer énormément de produits innovants qui vont dans ce sens-là. Donc on a une grosse roadmap qu'on veut développer, plusieurs produits complémentaires qui vont pouvoir équiper justement ces dizaines de milliers d'hôtels dans le monde entier, davantage au Maroc bien entendu. Et en plus avec la Coupe du Monde, là, ça va être il y a beaucoup de choses à faire. Incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être déjà, j'espère que ça t'a plu, ce format. Peut-être une dernière question avant de te quitter. C'est la question que je pose généralement à mes invités à la fin. Si je devais inviter une prochaine personne sur ce podcast, qui est-ce que j'inviterais? Un entrepreneur marocain qui t'a bluffé ou un investisseur? Un entrepreneur ou un investisseur marocain. J'ai envie de dire Yacine de Almada. Ouais. Qui nous aide beaucoup. Yacine Souel, exactement. Qui est super smart et qui nous aide beaucoup. Ritza de Calice également, qui a une bonne connaissance du secteur aussi. Entrepreneur, je vais pas dire mes associés parce que ça va être redondant sur Userguest, mais ça aurait été une bonne idée. Je pense à Reda, mais Reda, je pense que vous l'avez déjà invité. Reda Belheli? Ouais, il est déjà passé. Ouais, il est déjà passé. Il est déjà passé. Ok, non, je dirais Yacine et Ritza ou éventuellement aussi Lamia de M6P. Hanafi? Non. Lamia, le nom de famille m'échappe. Non, le nom de famille m'échappe, mais il me reviendra dans pas longtemps. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Assil. C'était un plaisir. J'espère que ça t'a plu. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Salut. T'as kiffé?